Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés afin de préserver l'anonymat et la confidentialité. Toutes les photographies ne proviennent pas de la scène réelle. Le parc national du Grand Canyon cache de nombreux secrets dans ses labyrinthes de pierre, mais aucun n'est aussi effrayant que le cas de Leo Roberts. Ce talentueux photographe paysagiste de 28 ans a emprunté l'un des itinéraires les plus dangereux du parc et a disparu sans laisser de traces. 2 ans plus tard, une découverte fortuite dans une gorge isolée fait frémir les agents les plus expérimentés du Federal Bureau of Investigation. Dans une tente abandonnée, à l'abri des regards, ils ne trouvent pas de corps, mais un simple bocal en verre au contenu macabre. Ce détail a instantanément transformé un cas typique de disparition d'un touriste en l'un des meurtres les plus brutaux et les plus étranges de l'histoire de l'Arizona. Le 14 octobre 2014 s'annonce comme un jour où les conditions météorologiques sont parfaites pour la fusillade. Leo Roberts, 28 ans, photographe paysagiste talentueux et extrêmement ambitieux de Chicago, se prépare à son projet le plus risqué. Son objectif principal était de photographier les zones reculées et intactes du Grand Canyon au coucher du soleil, lorsque les rochers étranges prennent une teinte rouge sang. Selon l'enquête, à 4h45 du matin, Léo est sorti d'un motel bon marché de Flagstaff. Il a chargé ses affaires dans un SUV Ford Escape bleu foncé de location et s'est dirigé vers le nord sur une autoroute déserte, la route 180. À 5h50 du matin, la télévision en circuit fermé a filmé son véhicule à une station-service Shell dans la ville de Tusayan, à quelques kilomètres de la limite sud du parc national. La caissière, Martha Jenkins, 52 ans, a été la dernière personne à confirmer officiellement qu'elle avait vu Roberts vivant. Lors de son interrogatoire, le 18 octobre, elle se souvient de la rencontre dans les moindres détails. Selon elle, le jeune homme a acheté une grande tasse à café noir et 2 paquets de viande séchée. Il a payé avec un billet de $20. Il semblait extrêmement concentré, vérifiant constamment sa carte topographique imprimée, a déclaré Martha Jenkins dans sa transcription du témoignage. Il m'a demandé si les chemins d'accès à la partie orientale du parc avaient été emportés par les pluies récentes. Je lui ai répondu que c'était toujours très dangereux à cet endroit, mais il a souri et m'a dit qu'il cherchait des endroits où aucun touriste ordinaire n'était jamais allé. À 6h35 du matin, la Ford Escape s'arrête sur un parking vide près du point de vue de Lipan Point. C'est là que commence le Tanner Trail, l'un des itinéraires les plus difficiles, les plus escarpés et les plus incontrôlés du Grand Canyon. Ce sentier s'étend sur 9 miles de profondeur avec un dénivelé extrême de près de 5000 pieds. Les guides officiels du service des parcs nationaux déconseillent fortement d'emprunter ce sentier pour des randonnées indépendantes. Il n'y a pas une seule source d'eau potable le long de la route et les températures diurnes peuvent atteindre 90 degrés Fahrenheit au fond de la gorge, même en octobre, tandis que la nuit, sur le plateau, elle chute à 40 degrés. Dans cette région, toute erreur de navigation ou perte d'orientation est presque inévitablement fatale. Mais Léo n'allait pas s'en tenir aux sentiers battus. Son journal de terrain, que la police retrouvera plus tard dans la boîte à gants de sa voiture fermée à clé, contient un plan d'action clair. Le photographe avait l'intention de descendre le sentier principal sur 4 miles, puis de bifurquer brusquement vers l'est, dans une zone de nature sauvage absolue. Il s'intéressait à un plateau isolé qui offrait une vue idéale sur la formation géologique du désert des Palissades. Selon les enquêteurs, l'eau et les aliments lyophilisés contenus dans son énorme sac à dos de 70 litres devaient suffire pour 4 jours de survie en autonomie. Son seul compagnon devait être un lourd appareil photo professionnel Nikon avec plusieurs objectifs et un trépied métallique pour les longues expositions. Roberts devait revenir à la civilisation le 18 octobre. À 16h50, il a manqué son vol de retour pour Chicago. Lorsque son téléphone a basculé tous les appels entrants sur la messagerie vocale pendant les 10 heures suivantes, sa famille a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Le 19 octobre, à 6h du matin, le service de police du comté de Coconino, en collaboration avec des gardes forestiers expérimentés, a lancé une opération de recherche à grande échelle. Plus de 50 spécialistes se sont réunis au centre de commandement, prêts à affronter des conditions extrêmes. Les 3 premiers jours de recherches intensives se sont déroulés dans une tension nerveuse extrême. 2 hélicoptères de sauvetage ont méthodiquement ratissé le secteur est du canyon depuis les airs en survolant les gorges les plus dangereuses. Dans le même temps, 4 équipes cynophiles ont exploré mètre par mètre les pentes abruptes et les affleurements rocheux. La température continue de grimper, épuisant gravement les sauveteurs et les chiens de recherche. Les équipes au sol vérifient chaque corniche, mais le canyon reste étrangement silencieux. Le 21 octobre, à 13h40, l'un des rangers transmet un message urgent sur une radio sécurisée. Le premier indice avait été trouvé sur une étroite corniche rocheuse très instable, à 2,5 miles à l'est du sentier principal de Tanner. Il s'agissait d'un capuchon d'objectif en plastique noir provenant d'un appareil photo Nikon.
La corniche tombait brusquement dans un gouffre aveugle de plus de 200 pieds de profondeur. Les experts médico-légaux trouveront plus tard une empreinte partielle du pouce de Leo Roberts sur le plastique. Les enquêteurs semblaient avoir une réponse horrible mais logique. Le photographe s'était approché trop près du bord, en quête de la photo parfaite, avait glissé et était tombé. L'équipe de secours a commencé à se préparer d'urgence à une descente difficile au bas de la falaise à l'aide d'un équipement d'escalade dans l'espoir de retrouver le corps. Cependant, la nature avait des plans complètement différents. À 17h15, le ciel au-dessus du canyon est soudainement devenu noir. Une pluie d'automne anormalement forte a commencé. Des précipitations d'une intensité sans précédent, plus de 5 cm par heure, ont instantanément transformé les lits des cours d'eau asséchés en torrents de boue et de roches mugissants et mortels. Des glissements de terrain localisés à grande échelle ont modifié le paysage au point de le rendre méconnaissable, effaçant à jamais toute trace laissée par l'homme. La descente a dû être immédiatement annulée en raison de la menace directe qui pesait sur la vie des sauveteurs eux-mêmes. Après 3 semaines de recherches exhaustives qui ont coûté à l'État plus de 400 000 $ et n'ont donné aucun résultat, la phase active de l'opération a officiellement pris fin. Le 9 novembre 2014, la commission déclare Leo Roberts disparu dans la nature. Les enquêteurs classent silencieusement l'affaire dans un dossier portant la mention accident. Tout le monde est fermement convaincu que le corps mutilé du touriste a été englouti par l'impitoyable canyon pour toujours. La ligne d'enquête a été brusquement coupée et l'affaire très médiatisée s'est peu à peu transformée en un triste document d'archives. Aucun des dizaines de policiers de l'époque ne s'est rendu compte que la véritable réponse ne se trouvait pas au fond du gouffre mortel sous les combles, mais dans l'épaisse obscurité que l'humanité n'avait pas encore découverte avec horreur. Le 14 octobre 2016, exactement 24 mois après l'opération de recherche qui n'avait rien donné, le Grand Canyon a de nouveau fait parler de lui. À 7 heures du matin, 2 géologues expérimentés, engagés par le United States Geological Survey, commencent leur journée. Arthur Pendleton, 42 ans, et son partenaire David Miller, 38 ans, ont une tâche extrêmement difficile. Effectuer un relevé topographique détaillé et une analyse structurelle des roches sédimentaires anciennes. Leur objectif se situe dans un canyon latéral profond et inaccessible, près du lit asséché de Cardenas Creek. Il s'agit d'une zone sauvage et isolée située à 11 miles à l'est du sentier de randonnée le plus proche. Selon les statistiques officielles du National Park Service, aucune personne enregistrée n'a pénétré dans cette zone au cours des 7 dernières années. Les conditions météorologiques étaient initialement favorables, avec un ciel sans nuages et des températures modérées d'environ 75 degrés Fahrenheit. Cependant, l'itinéraire lui-même s'est avéré incroyablement éprouvant. Les géologues se sont lentement frayé un chemin à travers des arbustes denses et des amas de rochers massifs pesant plusieurs tonnes. Ils ont constamment surmonté un dénivelé de plus de 800 pieds en utilisant des équipements de sécurité spéciaux. Au bout de 12h45, très fatigués, ils se sont arrêtés pour se reposer. Après avoir repris son souffle, Miller s'est éloigné de 50 mètres du point de tir principal pour vérifier l'altimètre barométrique au pied d'une falaise abrupte. C'est alors que parmi les tons gris et rouges monotones de la roche, ses yeux ont capté quelque chose de tout à fait anormal dans ce paysage sauvage. Il s'agissait d'une tache décolorée d'un jaune sale. L'objet se trouvait profondément sous une imposante voûte de pierre. Cette formation naturelle, large d'une 40aine de mètres et profonde d'une 15aine de mètres, protégeait efficacement l'espace situé en dessous du soleil brûlant du désert, des vents violents et des pluies torrentielles saisonnières. Dans leur rapport officieux, les gardes forestiers locaux ont longtemps appelé cette formation rocheuse la bouche de pierre en raison de sa forme inquiétante et menaçante. À 13h05, Pendleton et Miller s'approchent prudemment de l'ombre de la canopée. Une tente touristique se dresse sous la voûte de pierre. Son tissu synthétique jaune était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée, mais la structure en aluminium avait miraculeusement résisté à l'épreuve du temps. Les scientifiques ont jeté un coup d'œil tendu à l'intérieur par le rabat entrouvert, s'attendant mentalement à trouver un ancien campement de braconniers locaux ou un simple équipement abandonné. Mais ce qu'ils virent leur fit froid dans le dos. L'intérieur de la tente ressemblait à l'épicentre d'une explosion. Il y régnait un chaos absolu et brutal qui témoignait d'une lutte désespérée. Le sac de couchage d'hiver bleu foncé a été déchiré en petits morceaux comme s'il avait été poignardé frénétiquement à l'aide d'une lame tranchante. Des effets personnels, des cartes touristiques, des produits d'hygiène et des vêtements déchirés étaient éparpillés au hasard. Dans le coin droit se trouvait un appareil photo professionnel Nikon dont l'objectif massif s'était brisé en centaines de petits éclats de verre et dont le boîtier métallique avait été plié et déformé par le puissant impact mécanique comme s'il avait été délibérément frappé avec de lourdes pierres.
mais leur attention a été instantanément captée par un objet complètement différent qui se détachait de l'image générale de la destruction brutale. Cet objet n'a pas été dispersé, endommagé ou abandonné par accident. Au contraire, il se trouvait exactement au centre géométrique de la tente en ruine, sur une pierre grise parfaitement plate, comme s'il s'agissait d'un autel rituel spécialement préparé. Il s'agissait d'une jarre en verre ordinaire d'environ 32 onces, avec un couvercle en fer rouillé bien vissé. À 13h10, Pendleton alluma sa lampe de poche tactique avec des mains tremblantes et dirigea le faisceau étroit directement sur le verre épais et sale. À l'intérieur du récipient se trouvait un liquide jaunâtre, épais et trouble. Dans ce liquide, qui oscillait lentement et sinistrement à la moindre vibration de leur pas prudent, flottait un doigt humain coupé. La peau du fragment de corps était anormalement noircie, entièrement recouverte de traces profondes et terribles de brûlures graves. Il ne s'agissait pas des effets accidentels d'un incendie de forêt. Les blessures indiquaient sans équivoque une exposition prolongée, sadique et délibérée à des températures extrêmes. L'horreur froide a forcé les scientifiques à agir immédiatement selon le protocole d'urgence le plus strict. À 13h12, Pendleton a enregistré les coordonnées exactes de l'endroit maudit sur son dispositif de positionnement global portatif. Il ne touche à rien, s'éloigne prudemment de la tente et quitte rapidement la bouche de pierre en se retournant constamment. Ce n'est que 16h50 plus tard, après avoir parcouru près de 4 miles de terrain extrêmement difficile et trempé dans l'adrénaline froide, que Miller a finalement capté un signal faible mais stable sur son téléphone satellite. Selon une transcription déclassifiée du dispatching de la police du comté de Coconino, un appel d'urgence a été reçu à 16h53. La voix de Miller était intermittente en raison de l'effort physique, mais il a clairement dicté les coordonnées et décrit le camp en ruine. La répartitrice, Sarah Jennings, âgée de 30 ans, a d'abord tenté de rassurer l'appelant en lui posant régulièrement des questions sur d'éventuelles traces de lions de montagne ou d'ours. Cependant, lorsqu'elle a entendu la description détaillée d'un bocal en verre contenant un doigt humain brûlé, soigneusement exposé comme un trophée morbide, elle a brusquement cessé de parler. Ce que Miller a dit ensuite, décrivant l'atmosphère autour de la tente sur un ton glacial, l'a amené à enfreindre tous les protocoles locaux habituels. Elle a instantanément appuyé sur le bouton de panique et la ligne a basculé avec un clic distinctif au niveau fédéral. Directement au centre de gestion de crise du Federal Bureau of Investigation. Chers téléspectateurs, avant de continuer à nous plonger dans cette affaire macabre, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire détaillé et d'aimer cette vidéo. Les algorithmes de YouTube fonctionnent de manière à ce que votre activité promeuve efficacement ce contenu et grâce à votre soutien inestimable, beaucoup plus de personnes pourront voir cette sombre histoire. Votre engagement est l'outil qui permet à notre chaîne de se développer et de publier de nouvelles enquêtes. Revenons maintenant à l'affaire criminelle. Le 15 octobre 2016, à 9h30 du matin, un hélicoptère du groupe tactique du Federal Bureau of Investigation a survolé l'inquiétante bouche de pierre. En raison du terrain extrêmement difficile, les pilotes ont dû faire atterrir un groupe d'experts médico-légaux à l'aide de treuils spéciaux. La zone autour de la tente brisée a été instantanément entourée de rubans jaune vif, transformant une parcelle de nature sauvage en une scène strictement isolée de l'un des crimes les plus mystérieux. Chaque centimètre du sol rocailleux a été filmé par des caméras macro, et l'air chaud a été envahi par le bourdonnement des générateurs portables et les conversations brèves et arides entre les agents fédéraux sur des radios sécurisées. La principale pièce à conviction, un bocal de verre au contenu macabre, est soigneusement placé dans un conteneur thermique scellé et transporté sous haute sécurité jusqu'au laboratoire central de Phoenix le soir même. Le 18 octobre, à 16h45, les principaux experts déposent un rapport officiel sur le bureau métallique de l'enquêteur en chef. L'analyse de l'acide désoxyribonucléique ne laisse planer aucun doute. Le fragment de corps carbonisé appartient bien au photographe disparu Leo Roberts. L'analyse toxicologique du liquide trouble a montré qu'il s'agissait d'un mélange primitif d'alcool industriel bon marché et d'eau de rivière sale. Un conservateur improvisé créé dans les conditions difficiles du terrain. Mais ce qui a le plus choqué les détectives expérimentés, c'est la conclusion finale du pathologiste. La nature des lésions tissulaires, les brûlures thermiques extrêmement profondes et les traces spécifiques de séparation des phalanges indiquaient sans aucun doute que l'horrible amputation avait eu lieu de son vivant. L'absence du corps et ses mutilations sadiques excluent totalement la version commode d'un accident tragique ou d'une attaque de prédateur. Il s'agissait d'une torture de sang-froid et mûrement réfléchie d'une personne vivante. Pendant que les médecins travaillaient sur les matériaux biologiques, un véritable miracle technologique se produisait dans le département de cybercriminalité. Le 20 octobre, à 25h,
Les techniciens ont réussi à récupérer les données d'une carte mémoire cassée qui avait été retirée avec une pince à épiler d'un appareil photo Nikon en panne. La carte était pliée en deux et les contacts étaient fortement oxydés, mais les informaticiens ont réussi à tirer plusieurs dizaines de fichiers de l'oubli numérique. La plupart des images retrouvées confirment l'objectif lumineux du voyage de Léo. Elles capturent les paysages majestueux de l'immense Grand Canyon baignés par la lumière cramoisie du soleil couchant. Le photographe a vraiment passé des heures à faire ce pourquoi il était venu dans ce désert. Cependant, les 5 dernières photos affichées sur l'écran géant de la salle de réunion ont figé les détectives chevronnés dans un silence de mort. Le ton des photos a radicalement changé. Les images étaient floues, mal cadrées et manifestement prises d'une main tremblante dans une incroyable précipitation. La première de ces photos montrait un camp caché dans les rochers qu'aucune carte topographique n'avait jamais vu. La bâche de camouflage grise tendue, les lourdes caisses en bois contenant le matériel et les barils en plastique noir sont clairement visibles. Les deuxième et troisième plans capturent un mouvement rapide. 2 hommes corpulents en tenue de camouflage tactique usés se tournent brusquement vers l'objectif. Ils ont entendu le clic-traître de l'obturateur de l'appareil photo. La 4e photo est encore plus proche et plus claire. Les hommes non identifiés ont compris qu'ils étaient secrètement observés. Leurs visages se contorsionnent en une terrible grimace d'agressivité animale. La dernière photo est la dernière chose que Léo Roberts a vue avant que son monde ne devienne un véritable enfer. Sur ce cliché sombre et flou, l'objectif a capturé des hommes qui courent inexorablement vers le photographe sans défense. Dans leurs mains crispées, l'acier froid des armes à feu est clairement visible et sur l'avant-bras ouvert de l'un des assaillants, l'appareil photo a réussi à capturer un motif sombre et flou qui était sur le point de faire basculer le cours de cette enquête apparemment sans issue. Le 25 octobre 2016, à 8 h du matin, un effort d'analyse sans précédent a commencé dans le laboratoire de haute technologie du siège du Federal Bureau of Investigation à Phoenix. Les experts en criminalistique numérique ont concentré toutes leurs ressources sur les 5 dernières images miraculeusement récupérées de l'appareil photo Nikon brisé. La tâche principale consistait à identifier les 2 hommes non identifiés en tenue de camouflage qui se précipitaient délibérément sur Léo Roberts sans défense. Cependant, les logiciels de reconnaissance faciale se sont révélés totalement impuissants. En raison du mouvement frénétique au moment de la prise de vue extrême, de la faible lumière naturelle et des ombres profondes dues aux imposantes voûtes rocheuses, les visages des assaillants se sont transformés en taches de pixels flous, impossibles à distinguer. Le système automatisé a instantanément produit une correspondance de 0% avec la base de données criminelle nationale. L'enquête semblait à nouveau dans l'impasse, mais à 14h30, l'un des analystes principaux a examiné de plus près la 4e image. Avec un grossissement optique maximal et des algorithmes de netteté sophistiqués appliqués pendant longtemps, un contour sombre clair est apparu sur l'avant-bras droit de l'homme qui tenait l'arme à feu. Il s'agissait d'un tatouage de prison spécifique et détaillé. L'image a été immédiatement envoyée à l'unité de lutte contre la criminalité organisée pour une vérification détaillée dans les bases de données fermées des gangs, de rues violents et des syndicats de prisonniers dans le sud-ouest des États-Unis. Pendant ce temps, dans une aile stérile adjacente du laboratoire, un autre groupe de médecins légistes expérimentés a mis au point l'élément de preuve le plus effrayant qui soit, le même bocal de verre de 30 onces dans lequel le doigt carbonisé a été trouvé. Après avoir soigneusement prélevé le matériel biologique pour les tests génétiques, les experts ont placé le bocal vide dans une chambre à vide dans le seul but de détecter des empreintes digitales cachées. Aucune empreinte n'a été trouvée. Les sadiques inconnus avaient méthodiquement et soigneusement essuyé le verre avant de quitter la tente. Cependant, tout au fond du bocal, sous une couche de saleté, l'expert a accidentellement trouvé un minuscule fragment d'étiquette en papier à moitié usé et des restes durcis d'un adhésif puissant. À l'aide d'un scanner infrarouge multispectral et de réactifs chimiques, les experts sont parvenus, au bout de 18h15, à récupérer une partie importante du texte. Il s'agit d'une marque de confiture artisanale à base de mûres sauvages, produite en petite quantité et jamais livrée aux grandes chaînes de supermarchés. Elle n'était vendue légalement que dans quelques petits magasins locaux en Arizona. Le 23 octobre, des agents infiltrés ont entamé une tournée méthodique et épuisante de ces points de vente désignés. La piste les a rapidement menés à une épicerie discrète, Echoes of Canyon, située dans une rue tranquille de Flagstaff. Effrayé par cette visite inattendue, le gérant a donné aux détectives un accès complet aux archives numériques des transactions. La tâche est énorme. Ils doivent se vérifier manuellement des milliers de chèques électroniques pour toute la période d'août à novembre 2014. Le 25 octobre, à 9h45 du matin, le programme analytique de la police a produit l'anomalie tant attendue.
En septembre et octobre 2014, un inconnu a acheté systématiquement, exactement une fois toutes les 2 semaines, de la confiture de mûres en quantité massive de 12 pots. En plus de la confiture, l'acheteur inconnu emportait à chaque fois une grande quantité de produits destinés à la survie à long terme dans la nature. Des dizaines de gallons d'eau potable purifiée, des rations touristiques lyophilisées, des batteries portables, des trousses de premiers secours et des bouteilles de gaz. Tous ces achats importants ont été réglés exclusivement en espèces. Ce criminel prudent a toutefois commis une erreur grave. En comparant l'heure exacte de l'un de ses achats, le 10 octobre 2014 à 16h20, avec les images d'une caméra extérieure placée sur le parking d'une pharmacie voisine, la police a obtenu l'image d'une vieille camionnette Chevrolet. La vidéo montre clairement la plaque d'immatriculation d'un véhicule immatriculé au Nevada. Le propriétaire de cette camionnette sale était un habitant de Flagstaff âgé de 45 ans, dont le nom était bien connu des services de police de la ville. L'homme avait un passé criminel, riche et violent. Il avait purgé plusieurs peines de prison pour contrebande d'armes et soutien logistique au cartel. C'était un passeur professionnel dans le monde de l'ombre. Le 27 octobre, le suspect a été officiellement placé sous surveillance permanente. Les inspecteurs s'attendaient à ce qu'il s'enfonce dans les profondeurs du canyon, mais le sujet s'est comporté différemment. Le 29 octobre, à 12h25, il est monté dans une camionnette et s'est dirigé vers une zone industrielle désaffectée. Il s'approcha lentement d'une ancienne coopérative de garage qui se trouvait littéralement à 200 mètres du lotissement Désert Rose. L'homme regarda autour de lui avec anxiété, ouvrit la porte métallique rouillée du garage numéro 42 et commença à sortir rapidement les énormes cartons de l'arrière du camion. C'était le moment idéal pour une prise de pouvoir rapide. À 25h55, le chef de l'opération a donné l'assaut par radio. 2 fourgons blindés noirs sans sirène bloquent immédiatement la seule sortie. Une douzaine d'hommes lourdement armés de l'unité tactique ont fait irruption dans le garage, aveuglant instantanément le suspect à l'aide de puissantes lampes de poche tactiques. L'homme a été projeté brutalement sur le sol en béton froid et ses mains ont été menottées en acier. Le garage s'est avéré être une véritable zone de transit. Il était rempli à ras-bord d'armes illégales, de boîtes de rations militaires et de cartes topographiques détaillées du Grand Canyon comportant des centaines de marques. Lorsque l'agent principal a soulevé l'homme du sol pour lui lire officiellement ses droits, le détenu a éclaté de rire et, regardant directement l'inspecteur dans les yeux, a prononcé des mots qui ont fait froid dans le dos des officiers. Le 29 octobre 2016, à 23h15, l'atmosphère de la salle d'interrogatoire du Federal Bureau of Investigation de Phoenix est lourde et oppressante. Des lampes fluorescentes froides éclairèrent sans pitié le visage pâle et trempé de sueur d'un contrebandier de 45 ans en garde à vue. 2 enquêteurs expérimentés sont assis de l'autre côté de la table en métal rayé. Au début, le suspect s'est comporté de la manière la plus provocante qui soit, s'adossant à une chaise en plastique et réclamant son avocat avec arrogance. Il était absolument certain qu'il ne serait accusé que de possession illégale d'armes et d'objets volés trouvés lors de la récente perquisition dans son ancien garage industriel. Cependant, toute cette assurance ostentatoire disparaît instantanément lorsque l'inspecteur principal ouvre silencieusement une chemise en carton et dépose sur la table des photographies en couleur sur papier glacé. La première représentait clairement un pot de verre portant l'étiquette d'une confiture fermière familière, la deuxième une photo dynamique et floue de 2 hommes en tenue de camouflage tactique, et la troisième une macrophotographie détaillée d'un tatouage de prison distinctif sur l'avant-bras de l'un des assaillants. Lorsque l'enquêteur fédéral l'a informé d'un ton lent et glacial que ces images le reliaient directement à la torture et au meurtre au premier degré dans le parc national, le détenu s'est effondré psychologiquement. La perspective d'un emprisonnement à vie en cellule d'isolement l'a fait paniquer et parler extrêmement vite. L'homme prend un verre d'eau en plastique avec des mains tremblantes et finit par citer des noms qui suscitent immédiatement une reconnaissance alarmante de la part des agents fédéraux présents. Il travaillait pour Elias Evans. Il s'agissait de 2 frères qui, depuis le printemps 2013, figuraient sur la liste des criminels les plus recherchés de tout le sud-ouest des États-Unis. D'après de nombreux rapports de police, ses frères avaient organisé une série d'attaques à main armée parfaitement planifiées et incroyablement sanglantes contre des succursales bancaires et des camionnettes de collecte dans le Nevada. Lorsque le cercle commun des forces de l'ordre a commencé à se refermer rapidement autour d'eux au début de l'année 2014, les frères ont pris la décision radicale de disparaître des radars sans laisser de traces. Ces experts en survie ont choisi comme refuge la partie la plus incontrôlée, la plus isolée et la plus mortelle du Grand Canyon. Selon le rapport d'interrogatoire officiel, l'officier de liaison détenu a volontairement accepté de servir de fil conducteur pour relier de manière invisible les dangereux fugitifs à la civilisation moderne.
En échange d'une importante somme d'argent, il est devenu leur messager de l'ombre. L'homme a décrit en détail un schéma logistique qui excluait tout contact personnel direct. Exactement une fois par mois, toujours le 15 du mois, sous le couvert de la nuit, il chargeait l'arrière d'une camionnette et se rendait, par des routes hors piste pleines d'ornières, jusqu'à une mine de cuivre abandonnée depuis longtemps. Celle-ci est située à l'extrême limite du parc, à une quinzaine de kilomètres de toute route touristique. Une cachette secrète a été aménagée dans une galerie à moitié remplie. Le coursier a méthodiquement déversé d'énormes conteneurs en plastique dans cette cache obscure. On y trouve des dizaines de litres d'eau potable, des antibiotiques coûteux, des bouteilles de gaz portable, des centaines de piles, des munitions et des rations militaires hypercaloriques. Parmi les commandes spéciales, il y avait toujours exactement 12 pots de la même confiture de mûre que l'aîné des frères aimait tant. En ramassant les récipients vides et sales du mois précédent, l'agent de liaison trouvait d'épaisses enveloppes au fond desquelles se trouvaient des milliers de dollars en petites coupures. Lorsque les inspecteurs passent brusquement aux questions sur la disparition du photographe Leo Roberts, le détenu devient encore plus pâle. Ils sont vraiment cliniquement paranoïaques. Ils n'hésiteraient pas à me tuer en premier si j'entendais parler du cadavre du touriste, hurle-t-il hystériquement dans le micro. Il a désespérément juré qu'il ne savait absolument rien de ce meurtre horrible. Cependant, l'information la plus troublante que les enquêteurs ont entendue est arrivée à la fin de cet interrogatoire épuisant de 3 heures. L'officier de liaison a admis qu'à la fin de l'année 2015, exactement un an avant que les géologues ne découvrent la terrible jarre dans la tente, une anomalie inexpliquée s'était produite. Lorsqu'il arriva à la mine dans le froid de novembre, comme d'habitude, avec une autre cargaison, les conteneurs de la livraison d'octobre étaient encore intacts, recouverts d'une épaisse couche de poussière rouge du désert. Il n'y avait pas d'argent dans la cachette. Il prend le risque d'y retourner en décembre. La situation générale n'a pas changé du tout. Réalisant que la connexion stable avait finalement été rompue, le coursier a décidé que les frères insaisissables avaient soit secrètement franchi la frontière et fui vers le Mexique, soit que les conditions difficiles du canyon impitoyable leur avaient finalement coûté la vie. Dès lors, il cessa définitivement de voyager et n'entendit plus jamais parler d'Elias ou de Vance. À 2h45 du matin, l'interrogatoire est officiellement interrompu. Le détenu, complètement épuisé, est escorté hors de la pièce, laissant les inspecteurs principaux seuls avec les cartes topographiques disposées sur une table métallique. Ils disposent désormais des coordonnées exactes de l'ancienne mine et d'un rayon clairement délimité de 20 miles, la distance maximale sur laquelle des personnes peuvent physiquement transporter de lourdes caisses sur un terrain accidenté. Les enquêteurs fixent en silence la zone marquée d'un marqueur rouge. C'est la zone la plus dangereuse de tout l'État. Et toute opération de recherche se transformera inévitablement en assaut tactique. L'officier de liaison croyait sincèrement que les frères étaient morts. Cependant, des années d'expérience ont démontré le contraire aux agents. Si ces deux psychopathes endurcis avaient survécu plus d'1 an, ils auraient pu transformer les rochers en une forteresse imprenable. Quelque part dans les gorges noires, armés jusqu'aux dents et rendus complètement fous par des années d'isolement absolu, ils attendaient peut-être ceux qui osaient troubler leur tranquillité. Le 30 octobre 2016, à 10h du matin, la salle de conférence du bureau régional du Federal Bureau of Investigation est plongée dans un silence pesant. Après avoir comparé le témoignage du passeur détenu, les résultats des examens médico-légaux et les données numériques récupérées de la carte mémoire, l'équipe de profileurs criminels a présenté le document d'analyse finale. Ils ont reconstitué minute par minute les dernières heures de Leo Roberts. Ce rapport a transformé des faits arides en un tableau d'un sadisme absolu. Le 14 octobre 2014, vers 16h30, le jeune photographe a pris une décision qui lui a coûté la vie. À la recherche de l'angle parfait pour photographier la formation désertique des palissades, Léo a fait un détour critique par rapport à l'itinéraire sûr. Il a marché plus de 3 km à l'est du sentier Tanner, s'enfonçant dans un labyrinthe de canyons rocheux sauvages. Selon l'analyse des ombres sur les photographies, à 17h15, le photographe a escaladé une crête étroite et a regardé en bas. Là, habilement camouflé par une bâche grise, assortie à la couleur des rochers, se trouvait le campement d'Elias et de Vance, une position parfaitement protégée pour les fugitifs armés. Inconscient du danger mortel, Léo ramasse par réflexe son lourd appareil photo professionnel Nikon. À 17h18, le son sec et mécanique du clic de l'obturateur se fait entendre. Dans le silence absolu du Grand Canyon, ce bruit ressemble à un coup de feu retentissant. Les frères, qui avaient vécu dans une peur constante pendant des années, ont réagi à la vitesse de l'éclair. Leur paranoïa les a instantanément convaincus qu'ils se trouvaient face à un agent gouvernemental sophistiqué utilisant les communications par satellite pour cibler une équipe de raid. Les images floues qui suivent capturent les derniers instants de liberté du touriste.
Les criminels armés, qui avaient parfaitement étudié chaque pierre de la région, ont franchi la pente raide en moins de 2 minutes. Les profileurs indiquent que l'attaque a été rapide et impitoyable. Robert a été brutalement assommé et frappé d'une série de coups de crosse de fusil, le laissant incapable de résister. La victime, à demi consciente, a été traînée brutalement sur les pierres jusqu'à sa propre tente, cachée sous l'auvent de Stonemouth pour éviter le risque d'une observation aérienne. Les experts médico-légaux ont reconstitué les événements à l'intérieur de la tente jaune en se basant sur les éclaboussures de sang et la nature des dommages causés aux objets éparpillés. Elias et Vance ont transformé l'espace exigu en une véritable chambre de torture. Convaincus que la caméra contenait des fichiers cryptés et que le prisonnier cachait des mots de passe secrets, ils ont commencé à lui arracher méthodiquement des aveux. À l'aide d'un brûleur à gaz, ils ont chauffé des piquets métalliques de la tente. Les pathologistes ont confirmé que des brûlures thermiques profondes avaient été infligées à l'homme vivant à une fréquence calculée, juste assez pour provoquer une douleur maximale sans lui faire perdre conscience. Lorsque Roberts demande grâce et jure qu'il n'est qu'un photographe paysagiste de Chicago, la paranoïa des frères atteint un paroxysme noir. À 19h40, un acte sadique de cruauté gratuite a eu lieu. L'un des frères a coupé l'index gravement brûlé d'une victime vivante. Ils ont placé cet horrible fragment dans un pot de verre contenant de la confiture de mûre en y versant un mélange d'alcool industriel et d'eau sale. Les psychologues ont décrit ce geste comme une manifestation de domination psychopathique extrême, la création d'un trophée pour intimider les ennemis. Vers 23h45 plus tard, les criminels impitoyables démontent le contenu du sac à dos, étudient les cartes topographiques et se rendent compte de leur erreur. Léo n'était vraiment pas un agent fédéral. Mais les voleurs s'en moquent. Il a vu leur visage et sait où se trouve le camp. Les enquêteurs concluent que la victime a été tuée discrètement et efficacement afin de ne pas gaspiller les rares munitions. La nuit même, les tueurs ont emporté le corps loin de leur repère, le cachant si habilement qu'il est devenu invisible pour les chiens. Lorsque l'écran du projecteur s'éteint, tous les agents fédéraux présents réalisent clairement l'ampleur de l'opération à venir. Elias et Vance ne sont plus de simples fugitifs. Des années d'isolement les ont transformés en animaux prédateurs. Les enquêteurs ont obtenu les coordonnées approximatives de leur zone, mais y envoyer des gens signifie un assaut mortel direct sur la forteresse. Et le pire, c'est qu'habitués à vivre dans l'éternelle ligne de mire de la paranoïa, les impitoyables frères meurtriers attendaient depuis longtemps ceux qui osaient troubler leur tranquillité. Le 1er novembre 2016, à 9h du matin, le quartier général de crise du Federal Bureau of Investigation à Phoenix approuve le plan final d'une opération tactique sans précédent. Bien que le courrier arrêté pense sincèrement que les frères fugitifs auraient pu mourir de faim ou de conditions difficiles il y a un an, les dirigeants refusent catégoriquement de risquer la vie de leurs hommes. Des années d'isolement absolu dans la nature et une profonde paranoïa pathologique ont fait d'Elias et de Vance des adversaires extrêmement dangereux qui n'ont plus rien à perdre. En comparant les angles des ombres du soleil sur les photographies restaurées de Leo Roberts avec des cartes satellites, les analystes ont calculé les coordonnées exactes d'une gorge latérale sans nom, cachée dans les labyrinthes du secteur oriental du parc. Le 4 novembre 2016, à 5h30 du matin, 3 hélicoptères de transport lourd décollent de la base militaire. Ils transportent des soldats d'une unité d'élite de sauvetage d'otages et de soutien tactique. Afin d'éviter toute détection prématurée, les pilotes expérimentés ont fait voler les véhicules à une altitude extrêmement basse, éteignant complètement leur feu de navigation et se fiant uniquement au dispositif de vision nocturne. À 6h15, les hélicoptères ont plané silencieusement au-dessus d'un plateau plat et rocailleux situé exactement à 400 pieds au-dessus de la cible calculée. La force opérationnelle a immédiatement entamé une descente abrupte mais totalement silencieuse le long des falaises abruptes à l'aide de cordes d'escalade noir mat. La température de l'air était de 40 degrés Fahrenheit et le vent perçant du matin menaçait d'entraîner les hommes lourdement armés dans un abîme profond. À cette heure précise, la première équipe d'assaut atteint une étroite corniche qui surplombe directement le camp. Ce que les agents ont vu à travers les lentilles de leurs fusils a finalement confirmé les pires craintes des psychologues criminels. Il ne s'agissait plus d'un campement touristique temporaire avec une tente jaune. En 2 ans, les frères ont transformé l'auvent rocheux en une véritable forteresse militaire. Le périmètre était densément bordé de murs de lourdes pierres et de sacs de sable, et les abords de l'abri étaient traversés par des dizaines de minces fils de fer, à peine visibles, munis d'explosifs artisanaux. À 7h12, le soleil du matin commence à éclairer lentement le fond du canyon. Malgré la plus grande prudence de l'équipe tactique, des années de survie animale ont aiguisé les instincts des fugitifs à un niveau surhumain.
Selon le rapport officiel du chef d'escouade, l'un des frères a remarqué une subtile lueur sur la pente ou entendu un léger bruissement de gravier. Sans même chercher à voir qui les entourait exactement, Elias et Vance ont immédiatement ouvert le feu avec leurs fusils semi-automatiques. Le silence de l'ancien Grand Canyon est déchiré par des rafales de tirs assourdissantes. L'écho des murs en béton amplifie le son plusieurs fois, transformant l'étroite gorge en un chaudron acoustique continu. Des balles d'un calibre de 5 à 6 mm effritent la roche juste au-dessus de la tête des agents fédéraux, les arrosant d'éclats de pierre tranchants. Les forces spéciales ont été contraintes de se mettre à couvert derrière des abris naturels et de riposter immédiatement pour tenter de supprimer les points de tir de l'ennemi. La fusillade a duré sans interruption pendant 12 longues minutes. Les frères ont agi de manière étonnamment coordonnée, se déplaçant rapidement à travers les tranchées complexes à l'intérieur de leur forteresse, les rendant presque inaccessibles à un tir frontal direct. À 7h25, cependant, Elias commet sa première et dernière erreur fatale. Il a grimpé trop haut sur un parapet de pierre en essayant de lancer une grenade artisanale en direction d'une équipe d'assaut qui tentait de les déborder par la droite. Ces quelques secondes suffisent au tireur d'élite du Federal Bureau of Investigation, qui s'est positionné à l'avance sur le plateau supérieur. Un seul coup de feu sec et lourd est tiré. La balle de calibre 308 atteint la cible, mettant instantanément fin à la vie du frère aîné. En voyant le corps de son frère tomber lourdement sur le sol boueux, Vance poussa un cri sauvage et inhumain qui couvrit même l'incroyable grondement de la fusillade. Il tira le reste du chargeur avec une rage aveugle et animale, mais un instant plus tard, il fut touché à l'épaule droite et à la cuisse. L'arme tombe de ses mains ensanglantées dans un fracas. Les soldats des forces spéciales ont rapidement parcouru les 20 derniers mètres, déchiré le vieux filet de camouflage et plaqué le blessé au sol, lui attachant les mains avec des menottes en acier. L'odeur épaisse de la poudre brûlée, du sang frais et de la vieille terre flotte dans l'air du matin. Les médecins ont immédiatement commencé à stabiliser d'urgence le détenu sur le terrain. Il perdait rapidement du sang, mais les agents voulaient à tout prix le garder en vie. Seul ce psychopathe savait exactement où était caché le corps de Leo Roberts, porté disparu. Lorsque l'enquêteur principal se penche sur Vance, dont le visage est gris de douleur atroce, il s'attend à entendre des jurons désespérés ou des appels pitoyables au salut. Mais au lieu de cela, le criminel blessé ouvrit lentement les yeux, regarda le camp détruit par les années, puis tourna vers l'agent un regard étrange et complètement vide. Ses lèvres gercées s'étirent lentement en un sourire faible et effrayant, et il murmure à voix basse une phrase qui fige l'enquêteur et lui fait réaliser avec une profonde horreur que ce cauchemar enchevêtré est encore loin d'être terminé. Le 5 novembre 2016, à 14h30, l'interrogatoire final, le plus difficile de cette affaire criminelle sans précédent, commença dans une unité spéciale de soins intensifs fermée de l'hôpital du comté de Flagstaff. Vance, le seul survivant des deux frères meurtriers, est allongé sur un lit d'hôpital solidement menotté à un cadre métallique avec d'épaisses chaînes en acier. 3 agents principaux du Federal Bureau of Investigation l'entourent et 2 gardes lourdement armés sont en faction devant la lourde porte. Privé de l'influence de son frère aîné, gravement blessé et finalement acculé par des preuves accablantes, Vance n'a opposé aucune résistance psychologique. Selon les transcriptions déclassifiées et les enregistrements audio de ce jour-là, sa voix était absolument monotone, sourde et étrangement calme. Il a décrit les dernières heures de la vie de Leo Roberts avec une précision froide, presque chirurgicale, sans montrer la moindre trace de remords humains ou de compassion élémentaire pour une victime totalement aléatoire au cours de son long récit. À 16h15, l'un des détectives fédéraux déplie sur la poitrine de l'homme à arrêter une carte topographique détaillée du secteur oriental du Grand Canyon. Avec un index faible, tremblant à cause d'une perte de sang importante, Vance a lentement tracé la surface du papier et s'est arrêté sur une marque à peine visible qui indiquait une faille géologique naturelle étroite. Il indiqua les coordonnées et l'endroit exact où Elias et lui avaient rejeté le corps mutilé du jeune photographe en cette terrible nuit de 2014, espérant ainsi cacher à jamais les traces de leur crime inhumain. Le 7 novembre, à 8h du matin, une équipe spéciale de recherche composée de sauveteurs en montagne et d'experts médico-légaux fédéraux s'est mise en route vers la zone désignée par l'auteur du crime. L'endroit se trouvait à 3 miles au nord de la tristement célèbre Bouche de Pierre Naston Mouth. Il s'agit d'une fissure extrêmement profonde, presque imperceptible à l'œil nu, d'à peine 1 mètre de large dans la roche solide. Sans les instructions précises du tueur, il aurait été absolument impossible de la trouver, même avec l'aide de dizaines de chiens de recherche et de caméras thermiques par satellite.
À 10h40, les alpinistes sont descendus avec précaution jusqu'à une profondeur de 60 pieds. C'est là, au fond d'un gouffre froid et humide, sous une épaisse couche de lourdes roches et de branches sèches, qu'ils ont trouvé les restes humains. Le corps était étroitement enveloppé dans une vieille bâche déchirée. Un examen dentaire effectué le lendemain a confirmé officiellement et formellement l'identité du défunt. Après 2 longues années de suspense et de vains espoirs, la famille Robert peut enfin recevoir le corps de son fils. Le 21 novembre 2016, une cérémonie funéraire privée est organisée dans un cimetière paisible de la banlieue verdoyante de Chicago. Léo repose en paix et sa famille reçoit au moins un minimum de paix, sachant que le tueur sera puni comme il le mérite. Le procès commença au printemps 2017 et dura étonnamment peu de temps. Dans la salle d'audience, Vance est assis avec un regard complètement vide et aliéné, ne regardant jamais les parents de la victime. Le 22 mai, le juge a lu le verdict final dans lequel il a qualifié à juste titre les actions de l'accusé d'actes de cruauté absolue et inhumaine. Vance a été condamné à la perpétuité dans une prison fédérale de haute sécurité au Colorado, sans possibilité de libération conditionnelle. Par une ironie amère, l'homme qui avait passé des années à se cacher dans les vastes étendues libres du plus grand canyon du pays passera le reste de ses jours dans une cellule de béton exiguë de 6 pieds sur 9, privé à jamais du droit de voir le ciel à l'air libre. Entre-temps, cette histoire macabre a changé à jamais la façon dont le parc national lui-même aborde la sécurité. Le service a introduit des règles beaucoup plus strictes pour l'enregistrement des randonneurs sur le dangereux Tanner Trail. L'itinéraire autour de Stone Joe's a été officiellement retiré de tous les guides touristiques existants. Les gardes forestiers locaux admettent en privé que tout le monde essaie désormais d'éviter ce triste secteur. La région a acquis une sinistre réputation de lieu de deuil, rappelant une fois de plus que la nature sauvage est le lieu idéal pour abriter non seulement des espèces rares, mais aussi les secrets les plus sombres de l'humanité. Le vaste Grand Canyon continue de garder un silence éternel, cachant avec indifférence dans ses ombres profondes ce qui ne devrait jamais être trouvé. Quelques mois après le procès, en septembre 2017, une grande exposition d'art s'ouvre dans la ville natale de Léo. Les organisateurs ont pris la seule décision qui s'imposait. Dans la vaste galerie blanche et claire, il n'y avait pas une seule référence textuelle aux détails brutaux de sa mort, au sadique, armé en tenue de camouflage ou à ce terrible bocal en verre. Au lieu de cela, les murs étaient entièrement remplis de dizaines de grandes photographies que des génies de l'informatique avaient miraculeusement récupérées à partir d'une carte mémoire brisée. Il s'agissait de paysages à couper le souffle, incroyablement majestueux, composés de roches anciennes, abondamment éclairés par la douce lumière dorée du soleil couchant. Les visiteurs restaient en silence pendant des heures devant ces peintures de grande taille, admirant sincèrement leur beauté immaculée. Cette exposition a été le dernier et le plus important des mots de Léo Roberts. Elle était la preuve indiscutable que sa vision unique, son amour du monde et son véritable talent étaient bien plus forts que la morosité primitive et animale qui a si soudainement interrompu sa vie au sommet de sa carrière.